Bonsoir à toutes les personnes connectées ce soir. Bienvenue dans ce 8e atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région des Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Vous pouvez retrouver le manifeste de l'Appel sur le lien disponible qui va être mis dans la conversation, tant sur Facebook que sur Zoom. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas encore signé l'Appel, vous pouvez encore le faire, il est encore temps. Donc je me présente, Gaëlle Rougeron, j'ai signé l'appel soutenu par Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, Génération S, et je serai l'animatrice de cet atelier pour garantir un débat constructif et serein. Le thème de l'atelier de ce soir est l'eau, un bien commun à préserver. Nous verrons quels sont les leviers dont la région dispose pour gérer, reconquérir la qualité de l'eau dans les Pays de la Loire. Donc l'objectif de cet atelier est de partager nos expériences, nos expertises et nos points de vue, et puis aussi de confronter nos idées, bien sûr, dans l'optique de dégager des orientations et des pistes de propositions qui pourraient être mises en place dans le cadre des élections régionales de 2021. Pour en parler avec nous ce soir, Marie Mézières-Fortin, Christophe Douget et Claire Garot qui vont intervenir ce soir. Nous finirons le planning, c'est que nous finirons vers 20h45, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et les formuler, rédiger vos questions sur Facebook Live ou sur la conversation Zoom. Si vous êtes connecté sur Zoom, vous pourrez également nous préciser si vous souhaitez poser vos questions oralement ou les laisser par écrit. Une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un temps d'échange d'environ une demi-heure pour poser les questions et y répondre, un temps de questions-réponses. Donc avec nous pour en parler ce soir, nous avons Marie Mézières-Fortin. Vous êtes hydrobiologiste, consultante indépendante. Vous siégez également au Conseil économique, social et environnemental, donc le CESER, de la région des Pays de la Loire, en tant que personnalité qualifiée. Vous êtes également membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Bonsoir. Bonsoir Gaëlle, merci. Nous avons également Christophe Douget. Donc vous êtes conseiller régional des Pays de la Loire écologiste, élu de Loire-Atlantique, membre de la commission sectorielle agriculture, agroalimentaire, forêt, pêche et mer sous ce mandat. Mais vous avez été également de 2015 à 2020 délégué élu à la Loire et à ce titre à la mise en cohérence des différentes politiques régionales concernant le fleuve et son estuaire et la politique de l'eau sur les bassins versants. Tout un programme. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Nous avons également Claire Garot. Vous êtes éleveuse de vaches laitières en Mayenne, de vaches laitières bio. Vous êtes membre de la Confédération paysanne et siégez à la Commission nationale politique agricole commune. À ce titre, vous représentez la Confédération paysanne dans le cadre des négociations de la PAC et du programme Nitrate au niveau national et régional. Bonsoir Claire. Allô, bonsoir Claire. Là, je pense qu'il y a des micros qui ne sont pas branchés. Donc, pour reprendre l'objectif de notre échange, je le rappelle, pour bien orienter nos discussions, c'est de réfléchir tous ensemble sur la manière dont notre région peut agir pour préserver et gérer la ressource en eau dans les Pays de la Loire, eau qui est un bien commun. Je vais passer la parole à Marie Mézières-Fortin. Marie, à partir de votre expérience, que pouvez-vous nous dire sur la qualité de l'eau en Pays de la Loire? Alors, ce que je pense déjà, c'est qu'on pourrait revenir sur cette notion de 11% de masse d'eau en bon état, parce que souvent c'est quelque chose qui n'est pas compris ou qui peut surprendre la population. L'Europe impose aujourd'hui à l'ensemble des États membres, pas qu'à la France, d'atteindre le bon état écologique de ces masses d'eau à l'horizon 2015 initialement, et avec des dérogations à l'horizon 2027. Donc 2027, c'est quasiment demain. Et en Pays de la Loire, on a une qualité de masse d'eau qui est assez déplorable, 11% de masse d'eau en bon état seulement. Une masse d'eau, c'est une portion de rivière, pour que ce soit clair.
Alors pourquoi en Pays de la Loire on a une telle mauvaise qualité de l'eau? La problématique chez nous, c'est que déjà c'est très multifactoriel. On est dans une région où l'urbanisation augmente beaucoup, la démographie augmente beaucoup, le littoral est très urbanisé, beaucoup d'agriculture, parfois intensive, des industries, et surtout on a une position sur l'ensemble du bassin versant assez en aval. Donc on est le réceptacle finalement de toutes les activités qui peuvent avoir lieu en amont. La Loire, hein, bien évidemment, elle part du Mont Gerbier-de-Jonc, elle part du Massif central et elle arrive à Saint-Nazaire. Donc, on a vraiment un ensemble de secteurs qui viennent se déverser chez nous. On peut souvent se poser la question aussi de pourquoi les autres régions, elles, réussissent le pari d'améliorer la qualité de l'eau, comme ça a pu être le cas en Bretagne, où on a vu une véritable amélioration de la qualité des rivières. C'est justement qu'en Bretagne, par exemple, en reprenant ce cas-là, on avait un élément particulièrement dégradé, particulièrement négatif avec les nitrates, et donc un seul levier sur lequel on pouvait agir et obtenir rapidement un résultat satisfaisant. En Pays de la Loire, si on agit sur un levier, il y aura toujours d'autres leviers qui seront négatifs parce qu'on a une mauvaise qualité d'eau chimique pour 70% quasiment des cours d'eau, une mauvaise qualité d'eau sur le plan biologique, les poissons qui sont dégradés, des rivières qui sont en très mauvais état physique, beaucoup d'obstacles et voilà, un ensemble de points qui dégradent et sur lesquels il faut agir ensemble pour pouvoir améliorer les choses. J'espère que c'est assez clair. Merci Marie, oui, très très clair, je vous remercie. Christophe Douget, je me tourne vers vous. À partir de votre expérience d'élu, quels sont les leviers dont la région dispose pour préserver, agir sur la qualité de l'eau et gérer l'eau en Pays de la Loire? Bonsoir. Ce qu'il faut déjà avoir à l'esprit, avant de parler de l'action du Conseil régional, c'est que l'eau, et vous le rappeliez tout à l'heure en introduction, l'eau est un bien commun. L'eau n'appartient à personne et il faut imaginer que c'est depuis quelques années que la gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants, comme le décrivait à l'instant Marie, est réalisée. C'est depuis la loi sur l'eau de 92 où il y a la notion de bassin versant et donc les précédentes majorités au Conseil régional dont j'ai pu faire partie depuis 2010 ont instauré cette gestion collective à l'échelle des bassins versants. Et ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que, et pour prolonger ce que disait Marie à l'instant, c'est que la préservation de la ressource en eau, c'est à la fois sur les enjeux de qualité, donc on l'a évoqué tout à l'heure, nitrates, pesticides notamment, mais aussi les enjeux de quantité, et je pense qu'on abordera dans la soirée les questions d'adaptation aussi au changement climatique, et qu'une majorité de l'eau potable qui est consommée en Pays de la Loire provient de la Loire, donc qui est un enjeu important. Et puis aussi la préservation des milieux aquatiques, que ce soit les cours d'eau, les zones humides, les grandes zones de marais. Et que tout ça, ça nécessite une convergence des politiques publiques. Donc, c'est ce que nous étions attachés au précédent mandat, hein, les élus écologistes depuis 2004 jusqu'à 2015, et à travers les contrats régionaux de bassin versant, en convergeant aussi avec l'agence de l'eau pour mutualiser, regrouper les budgets nécessaires donc avec l'agence et puis le conseil régional. Et depuis 2018, la région a maintenant la compétence de coordination des politiques de l'eau. Et cette coordination, ça ne veut pas dire qu'elle s'occupe de tout le grand cycle de l'eau, depuis le prélèvement dans la rivière jusqu'à l'assainissement, parce qu'il y a d'autres collectivités qui s'occupent de ça, les communes, les comités d'agglomération, le conseil départemental également. Il y a aussi la production d'eau potable, ce n'est pas la région qui s'en occupe, mais elle coordonne. Et surtout, il y a un autre acteur important dans les enjeux de gestion de l'eau, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État est quand même le garant on ne peut pas parler de préservation de la ressource en eau sans parler de la politique agricole. Et notamment, la politique agricole, elle est à la fois européenne et aussi
française, et également aussi les enjeux quantitatifs, c'est-à-dire que prélever dans le milieu naturel pour un usage d'eau potable ou un usage d'irrigation agricole, ou même chacun d'entre nous, s'il veut créer un espace de loisirs, un plan d'eau, etc., eh bien, on est soumis aux règles de l'État. Mais il est important d'avoir en l'occurrence là, une collectivité, donc là, le conseil régional, qui puisse assurer la coordination de toutes les politiques de l'eau à l'échelle non pas de la région, mais à l'échelle de tous les bassins versants ou sous-bassins versants ou masses d'eau, comme le décrivait Marie tout à l'heure. Donc, on y reviendra, je pense, dans le débat. C'est à la fois sur les enjeux quantitatifs, qualitatifs et aussi la préservation des milieux aquatiques. Merci Christophe pour cette explication. Et pour finir, je vais passer la parole à Claire. Donc Claire Garot, en tant qu'éleveuse, et de par votre expérience d'élue à la Confédération paysanne, comment préserver la ressource et la qualité de l'eau? Nous vous écoutons. Bonsoir à tous. Donc pour restaurer la qualité de l'eau, on constate que la réglementation est bien sûr nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et donc, il faut aller au-delà de la réglementation. Au niveau de l'agriculture, on a besoin d'aller vers une transition agroécologique pour améliorer les pratiques. Alors, on connaît aujourd'hui différentes pratiques qui sont favorables pour la qualité de l'eau et qui auraient besoin d'être encouragées, comme par exemple les prairies, l'implantation d'arbres, notamment le long des cours d'eau, mais pas seulement, l'implantation de légumineuses dans les prairies ou les cultures, donc qui sont des plantes qui permettent de capter l'azote de l'air plutôt que de mettre des engrais chimiques. Il faut aussi encourager la baisse des produits phyto, notamment via l'agriculture biologique, mais pas seulement. Et donc, la région dispose de leviers pour favoriser cette transition agroécologique pour tous les agriculteurs. Alors, il y a différents leviers qui peuvent être utilisés. Il y a un levier au niveau de la politique alimentaire, mais là, vous en avez déjà parlé dans un atelier précédent, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi des subventions qui peuvent être versées par la région aux agriculteurs, soit sur ses fonds propres ou par l'intermédiaire notamment des fonds de la PAC, la politique agricole commune. Alors tout à l'heure, par exemple, il était fait mention de la Bretagne qui a fait des progrès au niveau de la qualité de l'eau. Il faut savoir qu'en Bretagne, la région a fait un choix politique fort d'accompagner les agriculteurs en permettant qu'ils puissent souscrire sur l'ensemble de la Bretagne des mesures agro-environnementales. Ce n'est pas le choix qui a été fait, par exemple, dans les Pays de la Loire, où, suivant l'endroit où on est situé, tous les agriculteurs n'ont pas accès à ces aides. Dans la nouvelle PAC, les régions auront un peu moins de marge de manœuvre qu'aujourd'hui, mais il leur reste des marges de manœuvre. Notamment, il y a un projet de contrat de transition entre la région qui pourrait être signé entre l'agriculteur et la région, qui peut être très intéressant. Pour arriver à cette transition agroécologique, on aura besoin de paysans nombreux dans les campagnes. Or, de nombreux paysans s'apprêtent à partir en retraite dans les années qui viennent. Donc, la région devra se mobiliser très fortement pour accompagner ce renouvellement des générations. Donc là, voilà, par rapport à la qualité de l'eau, donc en plus, les mesures dont je parlais sont aussi bénéfiques pour la biodiversité et pour le climat, notamment. Au niveau de la gestion quantitative de l'eau, qui va se poser de plus en plus dans les années à venir, ce qui se fait déjà, c'est des financements de retenue pour les agriculteurs pour l'irrigation. Et donc là, comme Christophe le rappelait, l'eau est un bien commun. Donc, il ne faudrait pas que des agriculteurs s'approprient cette eau. Et il faudra veiller à la répartir de façon équitable entre les différentes productions agricoles, les différents agriculteurs. Et avant de se lancer dans des grands projets de retenue d'eau et d'irrigation,
impulser des changements pour aller vers des pratiques qui soient plus économes en eau. Voilà donc un tour rapide pour la Confédération paysanne. Merci à tous les trois pour cette première prise de parole. On peut dire que l'eau, le constat, on est parti d'un constat de la qualité des masses d'eau. 11% seulement des masses d'eau sont de bonne qualité dans les Pays de la Loire. On a vu, de par vos interventions, que l'eau est en fait une thématique très transversale, non seulement à l'action régionale, mais aussi concerne différents usages, que ce soit l'eau potable, l'usage agricole ou d'autres usages. Eh bien, à ce stade de notre atelier, nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Alors, pour ces questions-réponses, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans les chats, que ce soit sur le Facebook Live ou sur celui de Zoom. Si vous êtes sur Zoom, eh bien, n'oubliez pas de mentionner si vous souhaitez poser votre question à l'oral, sinon elle sera posée à l'écrit. Voici, nous allons prendre une première série de questions. Donc, nous avons une question de Romain posée par Zoom. Pourquoi notre qualité de l'eau est toujours aussi mauvaise en Pays de la Loire, alors que cela fait pourtant maintenant de nombreuses années que les collectivités mobilisent des budgets pour améliorer la qualité de l'eau? Qui souhaite répondre à cette question? Marie? À vous, Marie. Alors, une petite touche positive dans tout ça. La première, c'est que notre qualité de l'eau, elle ne s'améliore pas, mais il y a quand même un point sur lequel elle s'améliore, c'est le rendement de la qualité de l'eau en sortie des stations d'épuration. Et les collectivités ont mobilisé énormément de budget ces dernières années sur ce point-là, et c'est quasiment le seul sur lequel on voit une réelle amélioration. Toutefois, améliorer la qualité de l'eau en sortie de station d'épuration ne règle pas le problème de la qualité de l'eau chimique, enfin des rejets chimiques qu'il peut y avoir par ailleurs. Pourquoi on n'observe pas une amélioration globale de la qualité des rivières? Comme je le disais tout à l'heure, pour mesurer la qualité d'une rivière, il y a plusieurs indicateurs. Il y a la partie chimique, mais il y a aussi toute la notion de qualité physique du cours d'eau. Et on fait partie des régions, alors on n'est pas du tout la seule en France, qui avons fait subir à nos cours d'eau énormément de remembrements dans les années 80 notamment, en les redressant, en leur donnant un aspect physique qui n'est plus du tout l'aspect naturel et qui enlève de ce fait toutes les capacités auto-épuratoires des cours d'eau. Et pour revenir en arrière sur ces points-là, pour redonner la capacité aux cours d'eau de eux-mêmes nettoyer toutes les pollutions qu'on leur inflige, il faut faire de la restauration des rivières. Donc ça, c'est un budget, mais c'est surtout une très forte volonté locale et pour avoir des porteurs de projets qui mettent en œuvre les travaux. D'autre part, une fois les travaux effectués, il faut encore attendre quelques années avant d'avoir des résultats. On a aussi la problématique des barrages. On a énormément de barrages dans les Pays de la Loire, plus de 4000 de mémoire. Et ça, c'est pareil, il faut y aller un par un. C'est beaucoup de projets à monter à l'unité qui font qu'on a encore des blocages sur certaines rivières qui vont mettre encore un petit peu de temps à être levés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de leviers d'action au même endroit pour obtenir un résultat probant. Merci Marie. Est-ce que Christophe, vous souhaitez rajouter quelque chose à cette Je vais répondre rapidement via le chat à Romain. Il faut en fait une convergence et une cohérence d'action. C'est-à-dire, comme le dit Marie, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte. Mais si dans le même temps qu'une collectivité agit sur sa station d'épuration, vous avez une modification de l'agriculture du sous-bassin versant et que disparaissent l'élevage, les prairies de bord de cours d'eau, on détruit les zones humides par une urbanisation galopante, eh bien, votre milieu naturel, votre milieu aquatique, il ne s'améliore pas. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans les propositions, d'avoir vraiment cette convergence et cette cohérence d'action. D'où l'importance, et ce que je rappelais tout à l'heure, de travailler à l'échelle des sous-bassins versants et d'avoir
une stratégie pour l'eau qui soit partagée par l'ensemble des acteurs de l'eau, que peuvent être bien évidemment les collectivités, mais aussi le monde agricole et aussi partagée avec l'État. Merci Christophe. Claire, vous voulez également prendre la parole? Allez-y. Je peux compléter pour la partie qui concerne plus l'agriculture. C'est vrai qu'on a aussi des financements, mais il y a comment dire, une forte réticence d'une partie du monde agricole à faire évoluer les pratiques. Et aussi, on a des politiques publiques qui encouragent, en fait, qui favorisent notamment l'agrandissement, hein, notamment la PAC donne des aides à la surface qui encouragent à s'agrandir. Or, quand les fermes s'agrandissent, bien souvent, ça s'accompagne de retournement de prairies, de moins d'élevage et donc plus de culture avec plus de phyto, arrachage des haies et compagnie. Donc, c'est pour ça que ça rejoint ce que disait tout à l'heure. Il y a besoin vraiment de s'attacher aux pratiques dans leur ensemble. Et au niveau des subventions qui peuvent être attribuées aux agriculteurs, de les verser plutôt pour des changements de pratiques. Aujourd'hui, on a des subventions, par exemple, environnement, qui vont être fléchées plus pour des investissements et indirectement qui reviennent à des constructeurs de matériel. Donc là, c'est important plutôt d'aider les changements de pratiques, d'aider les paysans directement, plutôt que de les aider dans des investissements. Merci Claire. Nous avons une question à l'oral de Jérôme. Est-ce que Jérôme, vous pouvez poser votre question? Nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Impeccable. Merci. Merci de prendre ma question. En fait, ma question vient de la lecture de 2 articles dans le Courrier de l'Ouest, l'un de novembre et l'autre, le dernier, du 12 décembre 2020, qui parlent de la contamination de l'eau de la Loire en tritium. Il faut savoir qu'il y a 5 centrales nucléaires qui déversent du tritium dans la Loire, dont l'une, Chinon, qui est sur notre région. Et cette contamination est permanente et elle touche bien sûr les consommateurs de cette eau potable, elle concerne les agriculteurs qui vont irriguer, elle concerne les pêcheurs, les autres utilisateurs plus généralement, mais aussi bien sûr tout le milieu vivant. Ma question en fait c'était quid en fait de la sécurité sanitaire de la population en région Pays de la Loire, quid aussi de la réglementation, que peuvent faire les politiques à ce niveau. Merci. Merci Jérôme pour votre question. Qui souhaite répondre? Je veux bien donner un élément de réponse. Je ne vais pas avoir la totalité de la réponse parce que là, on est sur un niveau d'expertise qui nécessiterait l'intervention de l'ARS ou d'un écotoxicologue et que moi, ce n'est pas du tout ma spécialité. Il y a une réglementation qui est en place avec des concentrations maximales à ne pas atteindre dans les cours d'eau pour l'ensemble de tous les éléments chimiques. De toute façon, c'est très réglementé. Par exemple, pour les pesticides, on va en rechercher plus de 600 dans les rivières. C'est pareil pour les métaux lourds, etc. Donc, le tritium en fait partie. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que si on a eu, entre guillemets, un problème de qualité d'eau lié au tritium ces dernières années et particulièrement cet été, c'est surtout lié à un problème de concentration. Et pourquoi on a des problèmes de concentration en ce moment? Parce qu'on a des problèmes d'étiage extrêmement sévères. Et moins il y a d'eau, plus la molécule qui est présente va être concentrée. C'est-à-dire qu'on aura toujours la même quantité de tritium, mais qui sera moins diluée puisque la Loire aura un effet plus faible, aura un niveau plus faible. Et ça, c'est un point qui est important, notamment pour l'avenir et l'impact du changement climatique sur la région, c'est qu'on va avoir des baisses importantes de niveau d'eau dans les cours d'eau et que par conséquent, les pollutions seront entre guillemets démultipliées. Il sera encore plus difficile de faire baisser ces pollutions. Après, sur l'impact sanitaire, les risques pour l'environnement du tritium, je ne serais pas capable de répondre. Je suis désolée. Merci Marie déjà pour ce début de réponse. Est-ce que Christophe, vous souhaitez ajouter quelque chose ou... Oui, juste en tant qu'élu local, il y a
une forme de, je ne vais pas dire d'omerta, mais on a des connaissances très tard des accidents qui peuvent exister sur les centrales. Et je l'évoquais tout à l'heure en introduction, notre eau potable à 80% en Maine-et-Loire de mémoire et peut-être 70-75% en Loire-Atlantique dépend de la Loire. Donc, on se doit d'avoir accès à ces informations. Et aujourd'hui, même nous, collectivités productrices d'eau potable, nous n'avons pas accès à ces informations. Un exemple tout récent, fin novembre, il y a eu probablement un accident sur la centrale d'Avoine-Chinon, qui est en région centre, et Jérôme, et pas en Pays de la Loire. Et bien, on a appris que 4 jours après, que les services de l'État se renseignaient pour savoir si nous avions constaté des choses en aval d'Avoine-Chinon. Mais ils ne nous ont pas dit ce qu'on devait rechercher. Quand vous avez un pétrolier qui tombe, qui se fracasse dans l'estuaire de la Loire, vous êtes au courant, quand vous avez une fuite à la raffinerie, vous êtes au courant, c'est visible, et donc vous voyez, constater toute la pollution. Là, en matière de pollution liée aux centrales nucléaires, on n'a pas accès à ces informations. Et c'est là où il faudrait un travail plus étroit, une convergence encore d'action et d'accès à l'information avec les services de l'État et notamment l'ARS. Merci Christophe pour cette précision. Également, c'est que la centrale d'Avoine-Chinon aussi est sur la région centre. Elle ne dépend pas de la région des Pays de la Loire, mais elle est sur le cours de la Loire, bien sûr. Une question de Martin, non, pas du tout, une question d'Antoine par Zoom, par écrit. Est-ce que la région peut jouer un rôle dans la gestion des bassines? Donc les bassines qui sont des réservoirs d'eau. Alors, moi, je vais répondre pour ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Christophe. La région pourrait tout à fait participer au financement de ce type d'ouvrage, de stockage de l'eau. Alors, on parle de bassines, c'est pour l'irrigation agricole, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça existe dans d'autres régions. Aujourd'hui, je pars sous couvert de Marie qui siège au comité de bassin. Seule l'agence de l'eau Loire-Bretagne finance aujourd'hui du stockage de l'eau d'irrigation en substitution de prélèvements qui existent dans le milieu naturel. Voilà, ça existe. Mais je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps sur l'adaptation au changement climatique. On aura à se poser la question de quel type d'agriculture nous voulons demain et quel type de sécurisation de production nous souhaitons avoir. Mais aujourd'hui, en région Pays de la Loire, la région ne finance pas ce type d'équipement. Merci Christophe. Voilà, j'ai une seconde série de questions qui nous est arrivée par Facebook, par écrit. Donc, sur ma commune, la station d'épuration est vieille. Il existe des rejets d'effluents à chaque forte pluie. Quand j'interroge, on me répond que les normes sont respectées. Que faire? Qui souhaite prendre des éléments de réponse? Que faire si les normes sont respectées? Mais ça, c'est une question un peu piège. Il faut être là au moment où les normes ne sont pas respectées. Et là, on est du ressort de la police de l'eau qui doit faire des mesures pour constater du dysfonctionnement de la station d'épuration, sachant que normalement, il y a comment dire, des mesures qui sont faites en routine, quoi qu'il arrive. Mais si ces mesures en routine sont bonnes, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Si en revanche, il y a un constat avéré de pollution, là, effectivement, c'est du ressort de la police de l'eau, une mise en demeure pour mise en conformité de la station d'épuration. Voilà. Merci Marie. J'ai une autre question, une question d'Anne-Laure sur Zoom, par écrit. Donc, les agriculteurs sont beaucoup montrés du doigt quand il s'agit de la qualité de l'eau. Qu'en est-il de l'industrie? Y a-t-il des études sur ce qui peut être fait par le secteur industriel? Encore un mois de prendre la parole peut-être. Alors pour rassurer déjà, oui effectivement les agriculteurs sont montrés du doigt, mais pourquoi? Parce qu'on est dans une région agricole, donc mathématiquement il y a une pollution agricole dans une région agricole, ça c'est pas vraiment un
coupe. Toutefois, il faut vraiment être conscient que toutes les pollutions de toutes origines sont mesurées. C'est aussi le rôle de l'Agence de l'eau de le faire, et le fait qu'on ait un reporting à faire à l'Europe en disant voilà, nos rivières, elles sont en bon état, elles ne sont pas en bon état pour telle et telle raison. On a quand même toute une série de mesures qui sont faites et on est tout à fait capable de distinguer ce qui est issu de la pollution agricole de la pollution industrielle ou autre. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Pays de la Loire, 75% des masses d'eau, elles sont déclassées pour cause de pesticides dans les eaux. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit si aujourd'hui on pointe du doigt une problématique agricole qui est réelle. Il y a aussi une problématique industrielle, elle est aussi pointée du doigt et on travaille aussi dessus. Le but, ce n'est pas non plus de trouver et d'accuser quelqu'un, c'est de trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut savoir exactement quelles sont les origines de ces pollutions et travailler dessus. Merci Marie. Claire, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, donc pour la partie des agriculteurs, par rapport c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au changement de pratique. Et pour rejoindre une question précédente, il y a beaucoup d'argent public, c'est vrai, de mis dans ce qu'on appelle le programme Éco-Phyto pour réduire les phytos. Mais c'est un programme qui ne fait pas ses preuves parce que voilà, il y a un manque d'ambition, et donc malgré l'argent public qui est mis, il n'y a pas une réelle volonté de changement de pratique, et donc on retrouve toujours des pesticides dans les rivières. Merci Claire. J'ai une question de Henri-Claude sur Zoom. Quid des émissaires hydrauliques qu'il faudrait supprimer pour retrouver une circulation de l'eau lente? Question de spécialiste. Oui, Henri-Claude était un spécialiste. Je n'aurais pas dit de l'eau, mais c'est un grand spécialiste. Je vais tenter de répondre à Henri-Claude. Et puis, je pense que Marie répondra. Je pense qu'elle doit être voisine d'Henri-Claude. Ce qu'on appelle émissaires hydrauliques, d'abord, c'est les fossés, les drainages, en gros, tous les aménagements hydrauliques agricoles qui ont pu être faits ces 30-40 dernières années lors de la modernisation de l'agriculture. Et donc, qui accélèrent le transit de l'eau vers les cours d'eau. Et surtout, on supprimait ce qu'on appelle le chevelu, les têtes de bassin versant, et qui retenait l'eau, un phénomène d'éponge, qui restituait l'eau au milieu aquatique de manière plus lente. Ce que pose Henri-Claude, c'est vraiment l'enjeu de demain, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à la préservation des ruisseaux, des cours d'eau, on les a inventoriés. Je crois que l'enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est la préservation de ces têtes de bassin versant. Et donc d'avoir une action convergente, une nouvelle fois, avec le monde agricole pour avoir des zones tampons pour tamponner, ralentir ces écoulements-là, voire replanter des haies massivement, voire aussi repenser le type d'agriculture sur ces têtes de bassin versant. Ce n'est pas chose simple, ça passe aussi par le maintien de l'élevage. Plus on ira vers la mise en culture de ces têtes de bassin versant, moins on ira vers le ralentissement de l'eau. Voilà. Et malheureusement, le constat est celui-ci. Claire, vous aviez évoqué tout à l'heure justement ces prairies, l'importance de l'élevage, donc aussi dans la préservation, la gestion et son rôle vis-à-vis de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, et par rapport aux outils qui existent, on a des expérimentations, et donc ça va pouvoir se développer, de ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux, où justement les agriculteurs pourraient être rémunérés pour des pratiques bénéfiques à l'environnement. Et donc on peut tout à fait imaginer une rémunération d'agriculteurs qui seraient dans les zones dont on parlait, des zones sensibles, qui préservent des zones humides qui permettent de filtrer l'eau avant d'aller vers la rivière, de maintenir en herbe des zones en tête de bassin, des choses comme ça. Donc on peut tout à fait envisager des financements pour les agriculteurs.
Et oui, c'est vrai que c'est un point qu'on a longtemps ignoré, je pense, et on commence à s'en rendre compte de tout ce qui est plus physique en fait autour du cours d'eau, et notamment donc la plantation d'arbres, enfin la plantation, de laisser tout simplement les arbres pousser le long des cours d'eau. C'est tout simple et c'est très important pour la qualité de l'eau. Merci Claire. Alors, nous avons une question par écrit sur Zoom. Les sages, donc je vois à peu près qui va répondre. Les sages sont pleins de bonnes intentions, mais les mesures ne sont pas vraiment contraignantes pour la plupart, car doivent satisfaire les usages de chacun des acteurs autour de la table. Pourquoi les acteurs qui agissent en faveur de la protection de l'eau n'ont-ils pas plus de poids, de représentation pour aller plus loin en termes de bonnes pratiques? Tu veux répondre, Christophe, ou tu veux que je réponde Non, réponds Marie, c'est ton tour de parole. Oui, alors déjà rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un SAGE, hein, c'est la déclinaison du SDAGE, donc le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est toutes les mesures que l'on peut mettre en place pour atteindre le bon état écologique des masses d'eau. Il existe à l'échelle de tout le bassin versant de la Loire et il est décliné aux échelles locales sous forme de SAGE pour chaque cours d'eau. Et il est mené par les commissions locales de l'eau. Alors une commission locale de l'eau, c'est un petit parlement de l'eau qui, puisqu'il est un parlement de l'eau, a un fonctionnement représentatif des populations, des acteurs. Donc on a les agriculteurs, les industriels, les acteurs économiques, les acteurs non économiques et aussi les acteurs qui agissent en faveur de la protection de l'eau. Pourquoi n'ont-ils pas plus de poids? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient plus présents que les autres, d'une part, pour qu'il y ait un processus démocratique. Et pour que ça puisse fonctionner, un parlement de l'eau, il faut que tout le monde soit autour de la table et que tout le monde se mette d'accord. Si les acteurs en faveur de la protection de l'environnement ou de l'eau imposent aux agriculteurs, aux industriels leur manière de fonctionner, ça ne marchera pas. Ça a toujours été un échec. Il faut absolument être autour de la table, prendre le temps de la concertation. Parfois, c'est très long. En Pays de la Loire, c'est parfois particulièrement long, mais le but, c'est d'aboutir avec tout le monde qui soit volontaire pour avancer. Le but, c'est aussi de convaincre les personnes qui se retrouvent dans cette situation souvent désagréable d'être le pollueur. Personne n'a envie de polluer par principe, hein, la plupart du temps en tout cas. Mettons qu'en général, on ne pollue pas par principe et que quand on est autour de la table de cette commission locale de l'eau, on a envie de chercher des solutions qui soient des solutions viables, aussi pour l'entreprise et aussi pour les agriculteurs. Donc ça met du temps et il faut absolument qu'on garde cette représentation qui soit très équilibrée et qu'il n'y ait pas une surreprésentation des uns par rapport aux autres. Et ça marche dans les deux sens par contre. Il ne faut pas non plus qu'il y ait plus d'acteurs économiques, par exemple. Merci Marie. Pardon Gaëlle, si je peux compléter. Bien sûr, Christophe. C'est que dans les commissions locales de l'eau, il y a la moitié des sièges qui sont représentés par les élus. Donc, ça peut être les élus de ville, les élus d'agglomération, du conseil régional, du conseil départemental, et d'où l'importance aussi de s'engager au niveau politique pour être élu et siéger dans ces commissions locales de l'eau et y exercer des responsabilités. Merci pour cette précision. Donc, nous avons Claire. Non, c'était pour compléter sur le poids des agriculteurs. Alors là, c'est au-delà des sages, hein, mais au niveau du monde agricole, il y a un mécanisme, notamment pour les chambres d'agriculture, on a des élections au niveau des chambres d'agriculture. Et en fait, la liste je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le système électoral fait en sorte que la liste qui arrive en tête a une très très large majorité des sièges et ensuite gère toute seule. Et donc, la Chambre d'agriculture est amenée ensuite à nommer des représentants dans différentes instances, par exemple les sages. Et donc, pour des agriculteurs qui ne seraient pas dans le syndicalisme majoritaire, c'est très difficile d'accéder à tout un tas d'instances pour représenter le monde agricole. Très bien. Merci Claire. Une autre question de Bérangère sur Facebook.
La phytoépuration peut-elle être présentée comme une solution écologique pour l'assainissement collectif? Très technique comme question. Alors, moi, je ne travaille pas dans l'épuration de l'eau. Je connais à peu près tous les systèmes qui existent pour épurer les eaux. Le choix de la phytoépuration par rapport à un autre choix d'épuration, c'est vraiment un choix technique qui est lié à la population en place, au type de réseau en place, au cours d'eau qui va être le récepteur, la capacité de l'environnement à supporter les eaux qui sortent de la station d'épuration. La phytoépuration pour une ville de la taille d'Angers, par exemple, c'est impossible. Ce n'est pas un système qui techniquement peut supporter une telle charge de pollution. Donc aujourd'hui, elle est à réserver souvent pour des très petites communes et elle est aussi fonction du cours d'eau qu'il va y avoir en aval de cette commune et qui va recevoir ce qui sort de la phytoépuration. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans les détails parce que c'est vraiment, vraiment du cas par cas. Merci. Une question d'Alain sur Zoom. Dans ma commune, au Mai-sur-Èvre, nous sommes en lien avec les agriculteurs riverains de l'Èvre pour qu'une bande de terre longeant la rivière revienne dans le domaine public pour en réaliser un chemin de GR, de grande randonnée. Cette rétrocession de foncier en bordure de rivière pour créer un maillage de randonnée ne peut-elle pas être l'opportunité pour agir sur le ralentissement des écoulements des eaux de ruissellement? Donc, oui, je peux tenter de répondre, Gaëlle, si tu veux bien, oui. parce que c'est une rivière que je connais bien. C'est celle où j'assure la présidence de la commission locale de l'eau depuis 8 jours. Voilà. Et je connais bien aussi le Mai-sur-Èvre où doit habiter Alain. C'est une démarche qui est très intéressante de se réapproprier les bords de cours d'eau, parce que les communes se sont détournées ces 30 dernières années de leur rivière et aujourd'hui, on retrouve une attractivité vers les cours d'eau. Et il est important, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une convergence d'action entre, j'allais dire entre guillemets, les urbains, ceux qui habitent les bourgs au bord de cours d'eau, et les ruraux. Après, je ne pense pas que ce soit sur cette bande de terre où on pourra faire des aménagements, mais c'est ce type d'aménagement qu'il faut faire sur ça compléterait ma réponse que j'évoquais tout à l'heure, celle d'Henri-Claude, où il faudrait réaliser ces fameux bassins tampons, ces zones de ralentissement, ces recréations de zones humides. Et c'est ce qu'on s'attache à faire avec le syndicat de bassin qui gère la rivière Èvre. Mais il faut disposer des terrains, il faut disposer aussi d'argent public. Le conseil régional peut cofinancer ce type d'opération, les collectivités aussi, parce que c'est aussi une forme de gestion des eaux pluviales et ça relève des collectivités locales. Tout à fait. L'acquisition foncière, c'est quelque chose qui se fait, notamment quand on veut redonner l'espace de liberté du cours d'eau, quand on veut redonner la forme initiale des cours d'eau qui vient manger des terres agricoles, donc qui sont souvent quand même en défaveur des agriculteurs. Du coup, là, dans ces cas-là, il y a de l'acquisition foncière, mais c'est pareil, ça demande à être autour de la table et à trouver un consensus. Merci Marie. Une dernière question pour ce soir, en tous les cas posée ici, mais toutes les questions qui n'auront pas trouvé réponse, vous pouvez aussi les poser dans le chat et on verra ça, les envoyer par écrit aussi, on vous y répondra. Donc, dernière question. Et demain, face au changement climatique, comment gérer la ressource en eau? Claire, Christophe. Claire, vous voulez… Face au changement climatique, oui. Comment gérer la ressource en eau? Donc, il y a plusieurs façons. Alors, déjà, l'adaptation des cultures par rapport à d'éventuelles sécheresses. On voit que les sécheresses risquent d'être plus fortes, pas forcément au même moment. Donc, il y a à la fois au niveau agricole de jouer sur l'adaptation des cultures, l'implantation d'arbres, que ce soit autour des parcelles avec des haies ou à l'intérieur des parcelles par rapport à l'agroforesterie. Ça joue un rôle très important pour faire un effet, pour tempérer en fait la parcelle.
Et puis, après, il y a tout l'aspect dont on parlait tout à l'heure de gestion de l'irrigation. Et donc là où il faudra arbitrer et gérer au mieux de façon équitable pour irriguer des cultures qui en ont vraiment besoin, qui sont à forte valeur ajoutée, et pour répartir entre les agriculteurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, bien sûr. Merci, Claire. Vous voulez ajouter quelque chose? Marie, Christophe? La priorité face au changement climatique, alors Claire, elle a été très claire sur le fait qu'il fallait s'adapter, qu'il fallait changer notre manière de faire, mais aussi il faut à tout prix aujourd'hui trouver des solutions pour ralentir le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire que pendant des années, on n'a voulu qu'une seule chose, c'était accélérer, pousser l'eau vers la mer, et aujourd'hui, on se retrouve face à cette conséquence d'être obligé de retenir l'eau sur nos terres, mais gardons en tête que c'est nous qui avons fait en sorte que l'eau s'accélère vers la mer. Merci, Claire. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. Voici venu le temps de la conclusion. Marie, Christophe, Claire, concernant le rôle de la région, que la région pourrait jouer pour la préservation et la gestion au Pays de la Loire, demain, si vous étiez vice-président ou vice-présidente de la région en charge de la gestion de l'eau à la région des Pays de la Loire, quelle serait votre première mesure? Marie, nous vous écoutons. C'est une question pas facile. La première, moi, comme je suis membre du Conseil économique, social et environnemental de la région, j'aurais tendance à dire de s'appuyer sur toutes les forces vives qui peuvent venir nourrir les réflexions de la région. On a créé cette année une étude au Césaire des Pays de la Loire sur l'eau, conditions de développement au territoire, avec des mises en œuvre pratiques pour améliorer la qualité de l'eau. Ça, c'est une première chose. Il y a des conseils de développement, il y a une population qui ne manque pas d'idées pour améliorer les choses, donc savoir écouter les gens. Et la deuxième chose, ce serait aussi de se réinterroger sur l'éco-conditionnalité des aides de la région des Pays de la Loire. Alors sur le thème de l'eau, c'est une chose, mais de manière plus générale, et ça c'est quelque chose qui m'inquiète un peu aujourd'hui, parce qu'on est en plein dans le plan de relance, ou du moins on espère qu'il y aura une relance économique, et beaucoup d'aides vont être accordées dans tous les secteurs pour cette relance économique. Il ne faudrait pas que cette relance elle se fasse au détriment de l'environnement et de la qualité d'eau. Et donc, il faut absolument qu'on ait une non-dégradation en plus de la qualité d'eau actuelle, et ne pas donner de l'argent à des personnes qui ne seraient pas irréprochables sur leur rejet vers les rivières des Pays de la Loire. Merci Marie. Christophe, si vous étiez demain vice-président, mais vous êtes déjà presque, si vous l'étiez à nouveau, quelle serait votre première mesure? Ce n'est pas mon souhait pour demain, mais ce que je demanderais à la personne qui serait vice-présidente en charge de l'eau élue en juin prochain, ce serait et c'est, je crois, dans la continuité de ce qu'on a pu faire sur les précédents mandats, ce serait d'aller vers ce que j'ai appelé tout à l'heure de mes voeux, de la convergence et de la cohérence d'action. C'est la création d'un contrat territorial de transition à l'échelle des comités de communes, des comités d'agglomération ou même des bassins versants pour avoir cette convergence d'action des politiques publiques. C'est-à-dire que ça répondrait aux attentes d'Henri Claude tout à l'heure, celle d'Alain sur le bassin de l'Èvre ou même celle de Claire en disant, ben voilà, sur ce bassin versant-là, eh bien, on fait converger tous les outils d'intervention au Conseil régional, financer la bio, financer la restauration collective, recréer des zones humides, préserver ces zones humides, replanter des haies, etc. Je pense qu'il faut aller vers cette cohérence et cette convergence d'action. Et aujourd'hui, que ce soit le monde agricole, les collectivités locales, sont prêtes à ça. Ce qu'il faut, c'est un outil, un animateur de territoire qu'est le Conseil régional pour accompagner cette mise en place de contrats territoriaux de transition et aller vers l'adaptation au changement climatique par bassin versant. Voilà. Il faut aller au plus près du terrain. C'est ça mon souhait. Merci Christophe. Et Claire, demain vous êtes vice-présidente. Quelle serait votre première mesure? Alors, d'abord, intéressant les propositions. Et donc, ma première mesure, plutôt que d'essayer de tout réinventer, donc pour aller vers la transition agroécologique, le renouvellement des générations en agriculture, ce serait d'aller d'abord à la rencontre des acteurs de terrain
des associations, des différentes structures collectives qui existent sur le terrain pour accompagner les agriculteurs pour le renouvellement des générations et donc pour voir avec eux comment la région peut les aider. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent sur le terrain, beaucoup d'énergie qui ont besoin d'être libérées, d'être accompagnées. Très bien, merci Claire. Donc pour récapituler, j'ai entendu parler de plus se nourrir et plus s'appuyer sur les compétences des citoyens et notamment du CESER, donc c'est l'organisme consultatif et celui de la région, donc cet aller-retour entre élus et CESER. J'ai entendu les éco-conditionnalités des aides de la région, pas seulement dans le domaine de l'eau, mais également dans plusieurs autres domaines, surtout pour les volets environnementaux et sociaux. J'ai entendu une convergence d'actions des politiques publiques. Et pour finir aussi, rencontrer les acteurs de terrain, aller au plus près, les aider avec toute la boîte à outils dont dispose aujourd'hui la région qui est large, qui est fournie. Donc voilà ce que j'ai retenu ce soir. On peut aussi, pour finir, l'eau est un thème transversal, hein, on l'a dit, à l'action régionale. C'est transversal aussi à différents usages. Donc, pour ça que la notion de cohérence et de convergence des politiques publiques est évidemment doit être une préoccupation, enfin en premier lieu. Il me reste à vous remercier parce que l'heure avance, donc de remercier nos 3 intervenants pour leur participation à cet atelier qui a été organisé, rappelons, dans le cadre de l'appel pour une région écologique, sociale et solidaire. Merci également à toutes les personnes connectées et merci pour leur interaction. Le prochain atelier sera organisé début février sur la thématique de la jeunesse. Toutes les informations seront disponibles sur le site de l'appel, mais également sur les réseaux sociaux. L'atelier de ce soir sera disponible en replay sur YouTube ou sur SoundCloud. Alors ça vient assez prochainement. Si vous avez manqué le temps, si vous n'avez pas pu poser votre question ou si vous n'avez pas eu la réponse à vos questions, n'hésitez pas à nous les faire suivre en commentaire dans les chats là, de Facebook ou de Zoom et avec votre adresse mail pour qu'on puisse vous répondre et également les adresser à l'adresse de l'appel contact@pdl2021.fr qui va être l'adresse qui va être mise également dans les conversations. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, il est encore temps, signez l'appel. Le lien est également disponible dans les conversations. Merci à vous tous. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci pour les questions très pertinentes et à bientôt. Merci beaucoup. À vous tous. Belle soirée.